Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors ce soir, cette nuit, c'est avec Raymond Radiguet que nous allons partir en vadrouille. En effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture du bal du comte d'Orgel, un des ouvrages donc de cet auteur disparu si jeune puisqu'il est mort à 20 ans. C'était un protégé de Cocteau au début du XXe siècle. Alors nous allons retrouver Madame d'Orgel, perdue, puisqu'en effet, elle se retrouve confrontée à l'amour qu'elle a pour François et à l'amour qu'elle a également par devoir pour son mari. Elle se décide à écrire une lettre. Ce qui est trop simple à dire, on n'arrive pas à l'énoncer clairement. Elle demandait à Madame de Sérieuse, à qui on l'écrivait, de la sauver. Elle s'aperçut tout à coup qu'elle n'avait pas avoué son amour. Elle déchira sa lettre, se remit à la tâche, composant un aveu aussi appliqué, aussi embarrassé que possible. Madame de Sérieuse, qui n'avait jamais passé par de pareilles transes, trouva la lettre confuse. L'honnêteté, la vertu peuvent mettre dans un état d'incompréhension féroce. La mère de François, assez heureuse pour n'avoir aimé que son époux, ne croyait à la solidité des sentiments que conjugaux. Il fallait être un monstre pour avoir un autre que son mari dans le cœur. Mais que signifiait cela? Une femme qui avouait son crime pour ne pas se perdre. Madame de Sérieuse put enfin comprendre que la vie n'est pas si simple, que la vertu n'a pas un seul visage. Elle relisait la lettre, en croyait mal ses yeux, bien qu'elle se répétât « je l'avais prévu ». Madame de Sérieuse fit appeler la négresse Marie, porteuse de la lettre. Elle attendait dans l'antichambre. « Savez-vous si Madame la comtesse sera chez elle à la fin de l'après-midi » Sur une réponse affirmative, « Ma visite est donc attendue », pensa Madame de Sérieuse. « C'est plus grave que je ne croyais. » Plus grave signifiait pour elle que François était coupable. Car elle allait voir Madame d'Orgel non par pitié, mais en mère qui, au reçu d'une lettre du proviseur, souvent insignifiante, accourt au collège, persuadée que son fils a mal agi. Madame d'Orgel, depuis la lettre, se sentait moins lourde. L'application qu'elle y avait mise lui avait un peu masqué le tragique des circonstances. Ce serait fou de dire qu'elle était calme, mais elle avait du contentement d'avoir agi. Elle ne se sentait plus dans l'état maladif des jours précédents. Peut-être ce soulagement venait-il plus de l'aveu de son amour que du reste. Enfin, quelqu'un partageait ce lourd secret. Ce n'était pas sa honte qui se trouvait satisfaite, mais son amour. Sans doute ne se sentait-elle pas atterrée de sa décision parce que ce n'était pas encore une décision véritable. Dans le train, Madame de Sérieuse relisait. Madame, la hâte avec laquelle je vous fais remettre cette lettre vous prépare déjà à ce que je viens vous dire. Pourtant, combien vous êtes loin de la vérité, comme il y a peu de jours moi-même je l'étais. Quand vous saurez le danger que je cours, peut-être me jugerez-vous imprudente de vous demander de l'aide. Au début de l'amitié de mon mari pour votre fils, je ne tardai pas à m'apercevoir de la préférence que je lui accordais sur tous nos amis. Je ne m'alarmai pas bien sérieusement et ne crus m'en apercevoir que par excès de scrupules. Déjà,
Déjà, sans le savoir, j'agissais mal. L'incident de Champigny aida encore ma conscience à se mettre en repos, et je m'accrochais démesurément à l'idée que François était plus qu'un ami, un cousin, et que mes sentiments, alors, n'avaient rien que de légitime. J'étais aveugle. Je ne le suis plus. Il me faut donner à mes sentiments pour votre fils le nom que, à ma honte, ils exigent. Mais une mère s'alarme vite. Aussi faut-il que je m'empresse de vous dire que votre fils est innocent, qu'il n'a rien tenté contre mon repos. C'est toute seule que je suis venue à des sentiments interdits dont il ne sait rien. D'ailleurs, si je n'étais pas la seule coupable, vous comprenez bien, madame, que ce n'est pas à vous que j'aurai le front de demander du secours. Mais vous seule pouvez obtenir de lui ce que je ne puis, moi, demander. S'il a de l'amitié pour mon mari, pour nous, ne plus nous voir. Car je ne puis plus me sauver qu'en me sauvant de sa présence. Vous trouverez ce qui est le plus propre à le convaincre. Ce sera peut-être lui dire tout. Je n'en ai pas peur, je sais qu'il ne tirera aucune vanité de ma détresse. Heureusement, il n'en coûtera à son cœur que la peine, légère à côté d'autres dont je fais la connaissance, que l'on éprouve à s'éloigner d'amis véritables. Je n'ai pas su rester cela. Mon cœur a trahi cette amitié. Il faut donc que François ne me voie plus. Ne dites pas que je n'ai pas le droit d'agir ainsi, de vouloir le séparer de mon mari et que je manque au premier de mes devoirs en n'avouant pas tout d'abord à Monsieur Dorgel. Plusieurs fois, ces derniers jours, j'ai tenté de l'avertir, mais il semblait si loin de la vérité que je n'eus pas ce courage. Il ne veut pas m'entendre. N'allez pas croire que je l'accuse. Au contraire, je veux me charger davantage. Si mon mari est coupable, c'est d'avoir trop de confiance en moi. Hélas, je ne puis compter sur rien. La religion ne peut plus me secourir. J'ai assez aimé mon mari pour le suivre dans son incroyance. Ma mère pouvait-elle supposer que je lui ressemblasse si mal? Comment m'eût-elle mise en garde contre des dangers qui, pour elle, ne pouvaient être qu'imaginaires? Je n'avais jamais cru ne pas suffire seule à défendre mon honneur. Si je me plains, c'est de la confiance qu'on m'a accordée, dont je vois aujourd'hui que j'étais indigne. Persuadez François, madame. Je vous en supplie. Vous et votre fils êtes les deux personnes dont j'attends tout. Elle me cache la vérité, pensait madame de Sérieuse. Une lettre pareille ne vient pas toute seule. Elle me ménage. Ce fut dans sa chambre que Mao reçut madame de Sérieuse. Elle avait fait dire qu'elle n'était là pour personne sauf pour elle. Les deux femmes parlèrent d'abord de choses indifférentes. Madame Dorgel ne savait pas comment aborder un tel sujet. Devant ce silence, madame de Sérieuse se dit « Oh, il faut que ce soit plus grave encore que j'imagine. » Et, persuadée de ses torts, elle commença timide, comme si c'était elle qui eût été en faute. Je n'ose vous apporter mes excuses au sujet de mon fils. Oh, madame, quelle bonté! S'écria Mao. Émue par son cœur, elle prit les mains de la mère.
Sur ce terrain glissant comme des patineuses novices, ces deux femmes pures rivalisèrent de maladresse. Non, non, disait Mao, je vous affirme que François est étranger à ce drame. Madame de Sérieuse, convaincue que c'étaient là les derniers scrupules de Mao, s'écria qu'elle savait à quoi s'en tenir sur les sentiments de François. Que vous a-t-il dit? Demanda Madame d'Orgel. Mais je le sais, enfin, répliqua Madame de Sérieuse. Mais quoi? Qu'il vous aime? Madame d'Orgel poussa un cri. Madame de Sérieuse eut vraiment le spectacle d'une détresse humaine. Tout le courage de Mao venait-il d'une espèce de certitude que François ne l'aimait pas. Une joie folle éclaira son visage. Une seconde, avant que Madame de Sérieuse pût voir cet être déraciné, secoué par la douleur. François, arrivant à cet instant, elle était à lui. Rien n'aurait pu l'empêcher de tomber dans ses bras, pas même la présence de sa mère. Madame de Sérieuse comprit tout. Effrayée, elle chercha vite à se reprendre. « Je vous en conjure, s'écria Mao, ne m'arrachez pas ma seule joie, ce qui me fera supporter mon devoir. Je ne savais pas qu'il m'aimât. Heureusement, mon sort ne m'appartient plus. Je vous demande donc encore davantage de me cacher, François. S'il m'aime, inventez ce que vous voudrez, mais ne lui dites pas ce qui est vrai, nous serions perdus. » À parler de son amour et à la mère de celui qu'elle aimait, Madame d'Orgel se complaisait presque. Après ses premiers transports, « Il doit venir ce soir à notre dîner, » dit-elle d'une voix plus assurée. « Comment l'en empêcher? Je ne pourrais le revoir sans m'évanouir. » Au fond, Madame de Sérieuse préférait agir sans retard. Encore sous l'influence de cette scène, elle convaincrait mieux François. Elle le trouverait sans doute à 7 heures chez les Forbach. « Il ne viendra pas, dit-elle. Je vous le promets. » Ce qui, dans cette scène, n'eût pas le moins stupéfait Sérieuse, eût été l'attitude de sa mère qu'il croyait froide. Le spectacle de cette passion réveillait chez elle la femme endormie. Elle avait les larmes aux yeux. Elle embrassa Mao. Toutes deux sentirent leurs joues brûlantes et mouillées. Quelque chose de presque théâtral grisait Madame de Sérieuse. C'était une sainte, se disait-elle, en face du calme que donnait à Mao la certitude d'être aimée. Madame de Sérieuse s'était précipitée chez les Forbach, comme quelqu'un qui court jusqu'au moment où il se cogne contre un mur. Car devant leur stupéfaction, puis devant celle de François, elle fut dégrisée. L'inconséquence de sa conduite lui apparut enfin. « Qu'ai-je à me mêler des affaires de mon fils ?» se demandait-elle. « Pourquoi courir comme une folle ?» Plus que quiconque, elle devait détester de s'être laissée prendre à sortir de soi. « Mais qu'y a-t-il, maman ?» interrogea François quand elle entra dans la chambre où il s'habillait. Devant son fils, Madame de Sérieuse retrouva toute sa froideur et, partant, un nouvel ordre de maladresse. « Je te remercie. Tu me mets dans des situations agréables. » Et cette femme, en qui on ne pouvait reconnaître celle qui, 1 heure auparavant, pleurait avec Mao d'Orgel, tira la lettre de son sac, la tendit à François avec un visage de glace. Plus rien ne lui semblait respectable d'une aventure trouble où elle se reprochait d'avoir accepté un rôle.
Ses promesses à Mao lui parurent sans valeur. François lisait cette lettre, ne voyait plus ce qu'il lisait. Il tenait dans sa main cette preuve incroyable de son bonheur. Il ne pouvait douter que ce fût l'écriture de Madame d'Orgel. Madame de Sérieuse continuait ses reproches. La révélation de son bonheur rendait François imperméable. Les paroles de sa mère glissaient sur lui sans l'atteindre, sans même qu'il les entendît. Madame de Sérieuse en voulait à Mao de n'avoir pas arrêté son élan, se retournait contre elle en venant à la soupçonner de mensonge. Dans son injustice, elle l'accusa même de s'être servie d'elle pour faire savoir à François qu'il était aimé. François n'était pas loin de ce point de vue dans son ivresse. Le bonheur lui masquant tout, il ne vit pas une seconde dans quel dessein Madame d'Orgel avait écrit cette lettre. Il s'extasiait presque sur l'ingéniosité que donne l'amour. Après avoir lu et relu cette lettre, François la rangea le plus naturellement du monde dans son portefeuille. « Et tu l'as vu? Tu l'as vu ?» dit François. « Qu'avez-vous dit ?»« Je dois avouer, termina Madame de Sérieuse, que je n'ai pas la grandeur d'âme de cette personne. À l'entendre, tu es innocent, elle est la seule coupable. Moi, je considère que tu l'es au moins autant qu'elle. Tu comprends bien que tu n'as pas l'embarras du choix. Vous ne devez plus vous revoir. À toi de trouver un prétexte convenable envers Monsieur d'Orgel, car je n'ai, moi, guère l'habitude de ces sortes d'histoires. » Ah, soupirait Madame de Sérieuse, avec cette prodigieuse injustice des mères. Pourquoi fallait-il te brouiller avec tes seuls amis bien? Comme il continuait de s'habiller, Madame de Sérieuse demanda timidement: « Mais tu comptes dîner chez les Orgel ?» Mon absence à ce dîner serait incompréhensible aux yeux d'Anne d'Orgel. J'irai. Madame de Sérieuse se taisait. Elle baissait la tête devant son fils. Elle n'avait jamais vu en lui qu'un enfant. Elle se trouvait en face d'un homme. Il était tard pour rentrer à Champigny. Elle resta dîner chez les Forbach. Avec eux, l'inattention était permise. Pourtant, celle de Madame de Sérieuse était si voyante qu'elle n'échappa ni à l'aveugle ni au faible d'esprit. Elle n'était pas rassurée sur sa besogne auprès de Madame d'Orgel et auprès de son fils, et surtout, elle s'en voulait de cette flamme de jeunesse, vite éteinte, que le malheur de Mao avait fait jaillir en elle. Enfin, elle se condamnait parce que Monsieur de Sérieuse n'eût point accepté un tel rôle, et à plus forte raison qu'elle le joua. Pendant que sa femme, dans l'état qu'on devine, s'habillait, Anne d'Orgel, toujours près le premier, recevait une visite assez singulière, celle du prince Narumov, celle du prince Narumov, que tout le monde croyait mort. Les journaux prodigues de sang avaient annoncé l'assassinat de ce prince, un des familiers du tsar Nicolas. Le prince Narumov débarquait à Paris comme si c'eût été la première fois. Il n'y connaissait plus personne. Il venait chez Anne parce que la semaine précédente, à Vienne, on lui avait parlé du séjour des Orgel. Les amis chez qui Narumov habitait en Autriche étaient devenus presque aussi pauvres que lui. C'est d'eux qu'il tenait ce costume de chasse et ce chapeau un peu risible avec lesquels il se présenta devant Anne. En proie à une véritable surprise, le comte d'Orgel se taisait.
car il n'était habile à exprimer que ce qu'il n'éprouvait pas. Cette surprise passée, il sut la feindre. Au récit des malheurs de Narumov, il lui proposa spontanément de le loger chez eux. Mais la bonté et la légèreté du comte d'Orgel se combinaient si bien qu'on ne pouvait les désunir. Une chose le tracassait. Le prince n'allait-il pas déranger l'ordonnance d'une soirée consacrée à la mise au point du bal? Certes, on ne pouvait rêver de plus grande attraction que ce prince arrivant en droite ligne d'un pays de mystère. Mais c'était son économie de maître de maison qui poussait Anne d'Orgel à déplorer que Narumov débarquât sans crier gare. Dès ce moment, il décida de ne pas trop le mettre en vedette et de le réserver pour un dîner politique. Pour un peu, il lui fait attendre dans les coulisses et tenir compagnie à sa sœur qui devait dîner seule. La comtesse d'Orgel parut. Elle craignit de ne pouvoir tenir son rang tant elle était faible. Le prince et elle se sentirent aussitôt attirés l'un vers l'autre. L'air un peu égaré qu'avait Mao ce soir-là ne dépaysait pas Narumov. Elle l'intimidait moins que ne l'eût fait un article de Paris. De son côté, Madame d'Orgel se sentait compatissante car elle avait mal. Anne ordonna d'ajouter un couvert. Anne ordonna d'ajouter un couvert. Mao pensa que cet ordre était inutile. Elle comptait sur un coup de téléphone de François, s'excusant de ne pouvoir venir. Les premiers invités arrivaient. Anne d'Orgel jugeait bon d'expliquer à chacun dès l'entrée la présence de ce touriste. Il racontait l'histoire du prince Narumov et brodait tellement autour de la vérité que, dès la deuxième version, le héros dut démentir son barde. Bon, c'est inexact. Je n'arrive pas en droite ligne de Moscou dans ce costume. Je ne l'ai que depuis 3 jours. Le premier arrivé avait été Paul Robin. Anne s'était contentée de le présenter à Narumov. Là, le comte d'Orgel agissait avec Paul comme ces gardiens de château qui évitent de guider un seul visiteur et qui, pour se mettre en marche, attendent qu'il en arrive d'autres. Il le laissa sans pitié en face du mystère, qui dura peu. Mirza et sa nièce l'en vinrent tirer. Eux valaient que l'on fît jouer les grandes eaux. Narumov, à demi content du premier préambule d'Anne d'Orgel, détourna la conversation. Il dit à Mirza qu'il l'avait fort regretté en Perse quand, au début de la guerre, il était allé rendre visite au Shah. Mirza s'excusa d'avoir été absent. Paul Robin assistait émerveillé à leur tournoi de politesse. Narumov ne consentit point à ne pas avoir le dernier mot. Il remercia Mirza de l'avoir laissé passer sur ses terres. Mirza fut d'autant plus étonné que les terres dont parlait Narumov, étant une province de la Perse, il eût éprouvé quelques difficultés à en défendre l'accès. Narumov oubliait l'épouvantable scène qu'il avait faite en apprenant que Mirza n'était pas au seuil de sa province pour le recevoir. Le malheur avait changé le prince Narumov. Il était devenu bon. Il avait perdu son orgueil. Voilà, c'est là-dessus que nous allons nous arrêter donc aux prémices de ce dîner organisé par Anne d'Orgel. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de prochaines aventures littéraires. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN. Très bonne nuit si vous vous couchez et excellente journée si vous vous réveillez. Salut!